Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans la quotidienne. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, on parlera du sentier botanique dans notre rubrique Grandeur Nature. Donc Camille Meunier se fera un plaisir de nous emmener en pleine forêt. Ensuite, pour notre rubrique C'est Sport, nous parlerons encore une fois de la boxe. Détail avec Jamie Waimo de notre rubrique C'est Sport. Et enfin, pour notre rubrique Demandez le programme, c'est mercredi, ce sont les sorties cinéma. Donc rendez-vous dans la quotidienne. Pour l'heure, retrouvons notre invité du jour. Alors bonjour, je reçois Alain Bazot, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté cette invitation. Donc vous êtes en Nouvelle-Calédonie, vous représentez UFC Que Choisir, donc la fédération nationale qui vient de France. Alors première question, comment vous trouvez la Nouvelle-Calédonie? Simple question. La Nouvelle-Calédonie, elle est très attrayante, que ce soit les habitants, que ce soit évidemment l'environnement, et que ce soit l'accueil qu'on a pu me faire. Évidemment, en premier lieu, l'association locale de bénévoles et de militants qui sont extrêmement dévoués, extrêmement mobilisés sur la cause de la défense de l'intérêt des consommateurs. D'ailleurs, vous avez invité pour les 40 ans justement d'existence de l'association donc en Nouvelle-Calédonie. L'association compte à peu près 1000 personnes, donc vous êtes quand même nombreux. Alors on a eu l'occasion quand même de recevoir l'une de ses membres, Luce Laurensin, donc qui fait partie de l'association. Alors quel est votre constat par rapport à la situation en Nouvelle-Calédonie ? Déjà, le constat par rapport à cette association locale. Je voudrais dire qu'on a 150 associations que l'on fédère et cette association, vous l'avez dit, a progressé de façon considérable en peu de temps. En 3 ans, elle est passée de 300 à 1000 adhérents. C'est dire le dynamisme et donc l'attente qu'ont les Calédoniens qu'il y ait une association qui s'occupe des problèmes de consommation. Et je dois dire qu'ils sont nombreux. Ce n'est pas spécifique à la Calédonie, mais il y a quand même des spécificités ici. On sait que quand on est sur une île, il y a des problèmes de concurrence qui sont majeurs, encore plus exacerbés qu'en métropole, parce qu'il y a moins d'acteurs. Et donc, c'est facteur de renchérissement des prix de façon excessive. Et donc, c'est la fameuse bataille pour une vie moins chère. Et puis, on a pu constater les chiffres également d'un problème de santé publique qui est l'obésité, qui sévit de façon encore plus importante ici en Nouvelle-Calédonie. Donc ça pose le problème de l'offre alimentaire, de l'accès à des produits sains. On dit qu'il faut manger des fruits et légumes. Encore faut-il que sur le plan économique, ils soient accessibles. Et j'ai pu me rendre compte en faisant le tour du marché que c'est très cher. Manger bio aujourd'hui, c'est très cher. Alors oui, mais même sans manger bio, parce que bio, effectivement, c'est l'idéal, parce qu'il n'y a pas d'intrants, en principe, il n'y a pas de pesticides dans les produits bio. Mais déjà, manger des fruits frais, c'est important, plutôt que de manger du sucre qui va être dans les sodas qu'on connaît tous, dans les barres chocolatées, dans les gâteaux industriels, car c'est l'autre combat. Il faut faire en sorte que cette offre alimentaire industrielle qui a remplacé la nourriture traditionnelle soit encadrée dans des normes de diététique. On sait que les produits qui sont vendus ici, comme en métropole, sont trop gras, trop sucrés, trop salés. Et en plus, ils sont très promus à coup de publicité. Et du coup, c'est un facteur d'obésité infantile, ce qui est très grave. Et après, les enfants deviennent des adultes et ils gardent cette obésité toute la vie. Alors justement, vous avez fait un certain nombre de constats. Est-ce que c'est la législation qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut réformer les choses ici en Nouvelle-Calédonie? Disons qu'il y a sans doute un certain nombre de trous dans la législation par rapport à ce qui serait optimal. Il est vrai qu'en métropole, on a le Code de la consommation qui est très, très riche en règles de protection des consommateurs. C'est un code qui a été construit au fil des années et au prix de combats notamment de l'UFC Que Choisir, pour obtenir un meilleur équilibre entre les droits des professionnels et les droits des consommateurs qui sont isolés. Donc ici,
le territoire a une compétence. Hein. J'ai rencontré des membres du Congrès, le président du Congrès, j'ai rencontré des membres du gouvernement pour attirer leur attention sur la nécessité d'adopter, quand elles ne le sont pas encore, des règles de protection du consommateur par rapport au droit à l'information, par rapport à... Alors justement, est-ce que les consommateurs ici en Nouvelle-Calédonie, par rapport à la métropole, par rapport à la France, ont les moyens de se rendre compte? Alors ça va se faire progressivement. C'est l'éducation du consommateur qu'il faut approfondir. Exactement. Il faut avoir un comportement citoyen. Il faut se rendre compte que consommer, ce n'est pas un acte anodin. Il y a des conséquences environnementales, il y a des conséquences de santé publique, il y a des conséquences économiques. Il y a des choix à faire. Le problème, c'est qu'il y a souvent un manque de conscientisation des consommateurs sur l'enjeu de leur acte de consommation. Et le rôle d'une association comme UFC Que Choisir en Calédonie, c'est d'ouvrir les esprits à travers des études sur la qualité des produits, le fait qu'il y ait des pesticides dans les fraises, ça doit alerter l'opinion publique. C'est quand même le gouvernement qui autorise justement l'entrée de ces pesticides. Donc, à qui la faute aujourd'hui? C'est vrai il peut y avoir du laxisme de la part des pouvoirs publics, mais quand il y a laxisme des pouvoirs publics, il faut que le consommateur fasse jouer son pouvoir de marché. Le consommateur doit savoir dire non. Il a un pouvoir considérable, mais tout seul, on ne pèse pas. Le fait d'être organisé avec une association de consommateurs, ça fait bouger les choses. Il ne faut pas que les gens croient que c'est fatal, qu'il y a une fatalité à manger des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé, à se laisser imposer telle offre de service ou de biens. Il faut impérativement se dire que si on réagit, qu'à un moment donné, parce qu'on a vu que dans la marge sur les fruits et légumes, entre le prix d'achat et le prix de vente, lorsqu'on s'aperçoit que la marge est trop importante, il faut jouer avec son pouvoir de sanction. Le sanction du marché, c'est dire, l'étiquetage, il est très important. Il n'est pas très complet. Alors, il est incomplet, mais déjà, si les consommateurs faisaient attention à ce niveau de marge, lorsque le niveau de marge apparaît trop important par rapport à ce qu'on a connu quelques jours avant ou quelques mois avant, si le consommateur déclenchait son pouvoir de dire « eh bien, je n'achète pas », il faut que les consommateurs prennent conscience que s'ils font ça de façon massive, eh bien nécessairement le professionnel sera obligé de diminuer ses marges. Donc c'est un effort d'action collective et c'est à ça aussi que joue une association. Le rôle que joue une association, c'est d'obtenir ce genre de législation, mais ça ne suffit pas. Après, c'est le consommateur qui doit prendre son destin en main, on ne peut pas le prendre à sa place, ça suppose de l'éducation, de l'explication et une prise de conscience de la part des citoyens consommateurs. Alors, est-ce que vous avez noté des différences entre, justement, la Nouvelle-Calédonie est encore un territoire français, donc est-ce que vous avez noté la différence entre la métropole, ici en Nouvelle-Calédonie? Sur le plan des comportements, disons... Sur le plan également de la législation. Sur le plan de la législation, oui. Clairement, il y a des trous, j'allais dire, dans des règles indispensables à mettre en place. Et on peut les améliorer ici. On peut les améliorer. Il y a une autorité de la concurrence qui doit se mettre en place. Elle n'est pas encore mise en place. Ça va être très important. Il va y avoir une libéralisation des prix. Qu'est-ce qui va se passer? Sachant que la libéralisation des prix, avoir bloqué les prix, on sait très bien que ce n'est pas une solution Le gel, justement, le gel des prix, que pensez-vous sur Nouvelle-Calédonie? Écoutez, c'est une mesure qui aurait dû être provisoire. En cas de crise, c'est une solution d'urgence, c'est un peu un cataplasme, mais ce n'est pas ça qui règle les problèmes. Et d'ailleurs, quand on continue à avoir un blocage... Ici, on a vu que ça ne marchait pas de toute façon. Oui, parce que, attendez, quand vous gelez des prix, il faut être sûr que ce soit justifié. 2, vous pouvez avoir de façon faciale le même prix, mais pour une moindre quantité. Donc en réalité, le prix il augmente. Et ça ne règle pas les problèmes de fond. Une fois qu'on va soulever le couvercle, qu'on va relibéraliser les prix, qu'est-ce qui va se passer si on n'a pas pris des mesures structurelles pour qu'il y ait des acteurs qui animent le marché, pour que les prix soient des prix justes? Quand je dis des prix justes, c'est des prix formés par une concurrence saine qui fait que les marges n'explosent pas. Le malheur des consommateurs, c'est lorsque quelques opérateurs ont une rente de situation.
Il faut, en Nouvelle-Calédonie, s'attaquer aux rentes de situation. Parce que ce sont des entreprises qui captent la valeur, qui captent la marge, qui n'ont même pas besoin d'innover, de faire des gains de productivité, qui n'ont même pas besoin d'améliorer la qualité, parce que le monde bouge, l'innovation va à un rythme galopant, et il faudrait que les Calédoniens bénéficient de ces gains de productivité, de ces nouvelles technologies, et à un prix qui est juste, qui est le prix de la concurrence. Et la qualité des produits ici en Nouvelle-Calédonie, que pensez-vous? Là, il faudrait une expertise, mais je sais par exemple, pour en avoir entendu parler... On sait que le prix est en fonction de la qualité du prix et aussi des produits des locaux, fois, pas comme toujours. les produits importés. Bon, c'est facile, on va dire ici, d'importer les produits en Nouvelle-Calédonie. Alors, justement, la qualité, que pensez-vous de ça? Ce qui compte, c'est le rapport qualité-prix. Je pense qu'il en faut pour toutes les catégories sociales. Il faut qu'un Calédonien trouve sur un secteur de produits du bas de gamme, du moyen de gamme et du haut de gamme. Ce qui compte, c'est la diversité et avoir le choix. Et ensuite, c'est le rapport qualité-prix. Sachant que quand on parle de l'entrée de gamme, ça doit rester avec une qualité minimum. Il n'est pas question de vendre aussi bien dans l'électroménager que dans l'alimentaire des produits qui menaceraient la sécurité des consommateurs. Ça, ce n'est pas négociable, la sécurité. Et la sécurité sanitaire également. Effectivement. Donc ça, c'est pas négociable. Et après, il faut plusieurs gammes de prix. C'est ça la diversité de l'offre à laquelle les consommateurs calédoniens ont droit. Alors donc pour terminer cet entretien, donc Monsieur Bazot, quel est votre message que vous avez envie de passer justement à l'association locale qui fête ses 40 ans et puis justement aux consommateurs calédoniens? Je voudrais déjà féliciter toute l'équipe emmenée par Michel Davaron pour cette longévité et pour ce dynamisme qui est hors norme. Il fait honneur vraiment à ce mouvement, ce grand mouvement de défense des citoyens, des consommateurs. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est aux consommateurs calédoniens. Encore une fois, son destin, une partie de ce destin est entre ses mains. Et il ne doit pas hésiter à soutenir l'action de l'UFC Que Choisir de Nouvelle-Calédonie. C'est bien beau d'avoir dans son portefeuille des cartes de fidélité des magasins. C'est souvent une carte, c'est pas de fidélité, mais de captivité. Moi, j'invite les Calédoniens à se rapprocher de l'UFC Que Choisir de Nouvelle-Calédonie, adhérer. On peut quand même verser 2 000, 3 000 francs par an pour soutenir une association qui a besoin. Et ça, c'est le gage de l'indépendance de cette association, c'est de dépendre que des consommateurs eux-mêmes. Donc, soutenez massivement cette action. C'est une action pour le bien commun de tous. Ou simplement pour se renseigner. Donc, Alain Bazot, merci d'avoir accepté cette invitation. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Bonjour Davina, donc comme d'habitude, tu viens nous présenter l'agenda du pays. Et oui, bonjour Élise et bonjour à vous aussi à la maison. J'espère que tout le monde va bien. Ça va, ça va. Moi, ça a l'air en tout cas. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur. T'as raison, c'est ce qu'il faut. Donc on commence tout de suite avec un rappel à l'ensemble de la population du pays. Ça concerne l'accès à l'îlot Goéland et puis la zone tampon qu'il y a autour. On rappelle que l'accès à cette zone est interdite depuis le 1er octobre et jusqu'au 31 mars 2015. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le site devient lieu de reproduction de nos amis les sternes. Donc, il faut éviter d'aller les embêter. On sait à la plus forte du mouvement, on va dire, il y a 2000 couples qui viennent quand même sur cette île. Donc, on va éviter de les déranger, d'aller écraser leurs œufs, tout ça. On va les laisser tranquilles. Tout à fait. On demande à l'ensemble de la population, les plaisanciers, ceux qui font des sports de glisse, d'aller ailleurs sur d'autres spots pour faire leurs activités et de laisser les sternes se reproduire tranquillement. Et d'ailleurs, si on y va, on risque des sanctions. C'est ça, Élise. On risque une forte amende et puis 2 ans d'emprisonnement. Donc ça ne vaut pas le coup. Autant s'abstenir jusqu'au mois d'avril, 2 ans d'emprisonnement juste pour être allé balader là-bas, il vaut mieux s'abstenir. Comme dit Davina, voilà, chers amis téléspectateurs, j'espère que vous avez bien noté. C'est important, il faut préserver cet écosystème pour nos enfants aussi à leur tour, qu'ils puissent aller, on va dire, profiter de ces sternes. Et on part direction Ponériouin. Tout à fait, Élise. On va au lieu-dit Narupu du côté de l'IEL. Il faut comprendre, donc, Institut évangélique libre. Il y aura
deux journées organisées les 29 et 30 novembre, tout simplement afin de remettre les diplômes aux personnes qui ont suivi une formation de 3 ans, quand même, c'est pas rien. Et puis aussi pour permettre de récolter des fonds pour la formation décentralisée. Voilà, c'est ça, oui. Pour ceux qui souhaitent avoir des renseignements, ils peuvent appeler le 78 41 58. On poursuit, Elise, on va à Poindimier, juste à côté. On parle du centre de pratique musicale qui propose toujours de s'initier à la guitare, à la batterie, au ukulélé ou encore au piano. Donc ça s'adresse aux enfants comme aux adultes. Si vous êtes intéressé, un numéro de téléphone, le 42 76 00. Vous pouvez aussi aller directement au centre. Il se situe juste derrière l'école primaire. Et les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à midi et de 13h à 16h. Et de Poindimier, on va à Koumak pour une exposition. Tout à fait, on part de l'exposition 50 par 50 par 50, voilà, de l'artiste Isabelle Stratton Tutugoro, qui présente donc ses dernières œuvres. Et puis ça se passe donc du côté de l'auditorium, à l'espace culturel du côté de Koumak, voilà. Et puis si vous souhaitez avoir des informations sur cette exposition, un numéro de téléphone pour vous, le 42 33 04. Cette expo est visible en ce moment et jusqu'au 14 novembre de 8h à 11h et de 13h à 19h. Voilà, donc si vous êtes du côté de Koumak, n'hésitez pas à aller soutenir l'artiste. Et ensuite, on s'intéresse à la fête du Bossu du côté de Moindou. C'est ça, Elise, direction Moindou pour la fête du Bossu doré qui aura lieu sur la plage de Tanguy le samedi 8 novembre. Donc, à l'initiative de cette journée, l'association des palmiers de Moindou, ils vous invitent à venir participer avec eux à cette journée, participer aux différentes animations sur le plan d'eau, sur la plage. Il y aura notamment un grand concours de pêche à la ligne ou au moulinet, selon votre préférence. Voilà, une idée de sortie pour la famille ce week-end. Puis une occasion d'aller découvrir la commune. Et on va à Saramea, donc un coin cher à notre ami, à toi, quoi, à Davina. Oui, à moi, tout simplement parce que ma maman vient de là-bas, donc un petit clin d'œil à eux. Coucou. Moi, je vous emmène là-bas pour la fête de l'Anturium qui aura lieu le 16 novembre sur le site du syndicat d'initiative. Donc voilà, la journée commencera à 8h avec au programme différentes animations. Il y aura différents concours aussi. Il y aura un concours de, je crois, du plus beau stand, de la plus belle composition florale. Il y aura un défilé de remission pour ceux qui sont fans. Il y aura même, un peu de sport, on va dire ça comme ça. C'est un sport de voiture. Il y aura du fun car, je crois, un peu plus loin, un peu après le syndicat d'initiative. En tout cas, si vous souhaitez avoir des informations, le numéro de téléphone à composer, le 44 39 55. Et puis pour terminer cet agenda, je vous emmène cette fois-ci du côté de la médiathèque de Rivière-Salée à Nouméa. Donc, il sera proposé aujourd'hui à partir de 14h un spectacle de contes destiné aux enfants ainsi qu'à leurs parents d'ailleurs. Et puis, c'est proposé donc par une intervenante de l'association Tagadé. Elle viendra présenter 3 contes de la province Nord, je vous le disais, donc à savoir Les enfants de l'oranger, La poule sultane et Le rat. Et puis, il y aura aussi La petite fauvette au ventre jaune. Ça, ce sera 3 contes qui seront proposés cet après-midi. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. N'hésitez pas. Voilà, donc n'hésitez pas à aller écouter ou réentendre les contes. Merci Davina, on te retrouve demain. C'est ça, Elise. Merci à toi et merci à vous à la maison. Quant à nous, on retrouve Jamie pour notre rubrique C'est Sport. Bonjour Jamie, alors la boxe fait son retour dans ses sports avec une actualité qui va ravir les fans de la discipline. Bonjour Elise et bonjour le pays. Qu'on se le dise, la boxe est de retour, mais pas que dans ses sports, mais également dans l'échiquier sportif du pays. Avant d'évoquer son retour, et notamment la finale du championnat de France qui se déroulera à l'Arène du Sud de Païta, un petit retour en arrière avec cette histoire entre la boxe et la Nouvelle-Calédonie. Donc la boxe et la Nouvelle-Calédonie, on va dire que c'est une grande histoire. Ce fut un temps où elle remplissait les salles du pays. Les années 70, c'était la période faste. Le pays fut alors la destination favorite des boxeurs étrangers pour combattre, bien entendu, contre nos boxeurs locaux. D'ailleurs, l'île de Négoné fut l'un des berceaux de la boxe calédonienne, donc avec dans ses rangs des boxeurs qui étaient
de grands champions. Voilà, on commence avec un monsieur Chaya Dudri en français et Dudji en marais. Si je me trompe, corrige-moi Elise. Je ne sais Dudji, pas, voilà. ça doit être ça, oui. En tout cas, Chaya Dudri, c'était durant les années 50 à 60. Il a régné sur la région Pacifique. En plus de 100 combats, le boxeur de la tribu de Neche, Nengone, n'est allé qu'une seule fois au tapis. Nengone Sport, c'était l'un des clubs de boxe du pays qui a formé un bon nombre de champions. On peut citer Claude Picha, Joseph Jaunet, Micha Kaloy et son frère Richard Kaloy, ou encore le grand chef Nidoish Naislin. Tous étaient licenciés au club de Nengone Sport. On peut citer aussi un autre grand nom de la boxe calédonienne, le nom de Georges Champion. Il a été le premier grand boxeur du territoire, un boxeur qui a fait des coups d'éclat sur les rings calédoniens et australiens. De nombreux observateurs disaient qu'il aurait pu devenir l'un des meilleurs des poids moyens du monde. Donc plusieurs noms qui peut-être ne nous disent rien, mais en tout cas, ces personnes, pour les experts, ce sont eux qui ont bâti une solide réputation de la boxe calédonienne dans la région, mais également, on va dire, dans le monde, si je peux dire ça comme ça. Voilà, et après cette belle période, la boxe a connu une période difficile, dissolution de certains clubs, notamment de Nengone Sport qui n'existe plus, diminution de nombreux licenciés, mais surtout disparition donc, de boxeurs talentueux, Jim. En effet, Elise, donc ce fut une période difficile, comme tu le dis, pour la boxe calédonienne, car cette belle génération n'a pas trouvé de successeur jusqu'au jour où un homme s'est levé pour relever la discipline, pour lui redonner tout le prestige qu'on lui doit. Tout le monde le connaît, on ne le présente plus, si ce n'est de rappeler que tous ses adversaires se souviendront toujours de ses crochets fracassants. Je parle bien sûr de Charles Baou, le grand Charles Baou, qui a réalisé l'exploit de remporter 3 titres de champion de France professionnels différents chez les welters, les légers et les super légers. Et là, donc, on attend son successeur, comme par exemple un certain Nicolas Dion. Voilà, Nicolas Dion qui disputera le 15 novembre prochain la finale donc, du championnat de France dans la catégorie des super moyens. Le ring argent, un combat qui l'opposera à Sami Hanouch à l'Arène du Sud de Païta. L'occasion pour nous donc de voir comment se porte la boxe ici en Nouvelle-Calédonie et comment les amateurs qui participeront, qui feront le lever de rideau de cette finale s'entraînent et puis de faire un état des lieux, comment est-ce qu'ils perçoivent cette finale, la tenue de cette finale ici en Nouvelle-Calédonie. On voit tout ça avec le vice-président de la Ligue calédonienne de boxe. Keep it home a lot, cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say straight fell off. How nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say raps change, they wanna know how I feel about it. Alors le 15 novembre à l'Arène du Sud, il va y avoir 2 grands événements en un. On va dire que la présélection amateurs calédonienne qui prépare les Jeux du Pacifique de 2015, PNG 2015, va se produire une fois de plus face à des Néo-Zélandais, cette fois, donc dans des combats internationaux en 3 rounds de 3 minutes. Ce sera la dernière prestation de cette année et la fin de la préparation va se faire l'année prochaine pour eux, à quelques mois des Jeux du Pacifique. Donc ça, c'est le premier grand événement. Il y aura également donc ce grand championnat de France qui va se tenir entre Nicolas Dion et Sami Hanouch en 10 rounds de 3 minutes qui va clôturer la soirée. Et là, ce sera le dernier gala de l'année. Et le fait de clôturer par un championnat de France qui se fera en plus à l'Arène du Sud à Païta, c'est un grand truc. Donc voilà, c'est une chose à pas louper, ce sera vraiment ce gala, aussi bien pour le public que pour nous aussi les boxeurs. Le fait de le recevoir, c'est à tout point de vue, c'est extrêmement important, extrêmement intéressant, extrêmement valorisant également, puisque ça veut dire aussi que la Fédération française a reconnu notre capacité à organiser un tel événement. Ça veut dire que un Calédonien va briller au plus haut niveau
également dans son pays avec des chances. C'est toujours une chance supplémentaire de se produire devant son public. Donc oui, c'est extrêmement important pour nous, Nouvelle-Calédonie, d'avoir pu procurer ou de pouvoir procurer à Nicolas Dion cette opportunité. C'était une volonté de Nicolas Dion aussi de vouloir venir boxer ici. Parce qu'il il me disait toujours qu'il allait en métropole, c'était pour boxer, c'était pour progresser. Mais voilà, il restait calédonien avant tout. Donc le fait de faire la finale des championnats de France, je pense que ça a plus de valeur ici en Calédonie, s'il gagne la ceinture ici en Calédonie, que s'il a gagné en métropole. Parce que voilà, c'est un Calédonien, c'est un boxeur du pays. Et je pense que la volonté, c'était... Premièrement, ça venait de lui, quoi. Triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm sleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew, I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. On avait l'opportunité de postuler, de participer aux enchères. Il faut savoir que ce sont des enchères. Chaque comité qui est intéressé pour organiser ce championnat de France dépose ses enchères dans une enveloppe cachetée. Donc on a joué le jeu et il se trouve que la Nouvelle-Calédonie l'a emporté aux enchères. On y était allé sans trop de conviction parce qu'en face on avait un club parisien, c'était vraiment un grand club. Il y avait un club grenoblois également, très grand club. Et nous, petit comité régional de Nouvelle-Calédonie, on s'est dit on va se lancer à l'aventure. Même s'il n'y avait pas trop de conviction, on l'a fait avec sérieux, avec un bon dossier. Et finalement, ça a été la bonne surprise que le comité régional de Nouvelle-Calédonie l'emporte. Chaque jeu du Pacifique nous prouve que le comité régional a de bons éléments, qu'il fonctionne sérieusement et qu'il y a vraiment un bien-être au sein de ce comité qui est aujourd'hui reconnu. C'est une bonne chose pour nous, surtout pour la boxe ici en Calédonie. Parce que ça va faire très longtemps qu'il n'y a pas eu un championnat de France qui s'est déroulé ici. Et là, Nicolas Dion a l'occasion de faire son championnat ici, donc ça attirera du monde, du public. Et nous aussi, ça permettra de promouvoir notre sport. Nicolas Dion, grâce à l'impulsion de son club d'origine, le club de Païta, avait redonné cette impulsion il y a un an, jour pour jour, en novembre l'année dernière, lorsqu'il était venu pour la première fois en tant que professionnel se produire face à un Australien. Donc ça avait été l'impulsion. Le comité avait alors décidé de replonger dans l'organisation de combats professionnels, alors que la boxe amateur était bien assise, bien organisée. Donc on avait décidé. Depuis, il y a eu 4 soirées avec des combats professionnels qui se passent régulièrement, qui attirent un public qui reprend goût à cette boxe professionnelle. Et on peut dire qu'aujourd'hui, ça va être la cerise sur le gâteau pour cette fin de saison 2014 pour les amateurs de boxe professionnelle. On voit qu'il y a une bonne évolution. Moi, au départ, quand j'ai commencé, je me rappelle, on boxait à la Rivière-Salée. Et à peine si on arrivait à remplir 200 personnes. Et là, pour le dernier qu'on a fait, là, on avait quand même 1500 personnes qui étaient venues. Et 3000 personnes l'année dernière à la Reine du Sud. Donc voilà, le public commence à voir que la boxe a bien redémarré. Et de toute façon, le public calédonien, ils ont toujours été fans de boxe, de sport de combat. Et voilà, on reste optimiste pour l'avenir. Il y a toujours plus de licenciés, mais après, voilà, ce qui manque, je pense que c'est les clubs aussi. Il n'y a pas assez de clubs. Au niveau de la province Nord, la province des îles, alors qu'auparavant, enfin, d'après ce qu'on m'avait dit, il y a plusieurs clubs aussi bien dans le Nord que dans les îles. Et là, tout se regroupe sur le Grand Nouméa. Alors ce serait bien d'ouvrir un peu des clubs un peu partout, quoi.
Quand j'ai fait mes débuts dans la boxe en amateur, Nicolas c'était déjà un ancien. Et on a eu l'occasion de faire un jeu du Pacifique ensemble. C'était le plus ancien de l'équipe, celui qui avait le plus d'expérience. Il avait déjà boxé au niveau national en France. Donc ouais, il nous a apporté beaucoup de choses. Et là, le fait qu'il soit passé professionnel, c'était dans son cursus, quoi. Avoir la motivation de Nicolas Dion qui se prépare comme un guerrier, comme il le dit, nul doute qu'en face de lui, il y a un adversaire redoutable. Nul doute que le public calédonien va pouvoir découvrir un magnifique combat. Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day. Là, je me donne encore cette année pour les prochains Jeux du Pacifique. Parce qu'il faut savoir que si on passe professionnel, on ne peut plus participer au championnat aux Jeux du Pacifique. Donc voilà, je me laisse mes derniers jeux et après, je vais essayer de suivre le chemin de Nicolas. Pourquoi pas, on va essayer. Hein. Donc voilà, l'ouverture des portes est prévue donc pour cette finale à 18 h avec au programme 10 combats amateurs de la sélection calédonienne avec notamment Luc Emma que l'on a vu dans ce reportage. La finale le 15 novembre prochain, c'est vraiment l'information à retenir. La dernière finale du championnat de France qui s'était déroulée au pays remonte à une vingtaine d'années maintenant, avec la victoire toujours de M. Charles Bao. Alors les Cagous seront opposés aux Néo-Zélandais. Donc ça. un mot peut-être sur l'adversaire de Nicolas Dion, Samy Hanouch. Samy Hanouch, Élise, c'est 15 victoires dans 13 par quand KO. T'imagines un peu, Quand même. 15 victoires dans 13 par KO, Sacré avec adversaire. un nul et 2 revers. Donc voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas réputé pour être l'adversaire le plus docile. Donc comme ça, les choses sont annoncées. Les talents de Mila, c'est son surnom, donc originaire d'Algérie, de la ville de Mila. Le francilien sera très attendu par les connaisseurs de la discipline. Il paraît qu'il pratique une boxe bien appliquée, très technique. Donc c'est quelqu'un qui est très apprécié dans le monde de la boxe. Et les connaisseurs et les supporters, les passionnés de boxe l'attendent ici en Nouvelle-Calédonie, justement pour voir un beau combat. Donc il y aura du grand art sur le ring de Païta. Bien sûr, tout le monde sera derrière Nicolas Dion, connu comme étant quelqu'un de coriace, comme l'a décrit dans ce reportage le vice-président de la Ligue calédonienne de boxe. Et donc en 2 ans, on a eu au moins 3 combats professionnels au pays. C'est une discipline qui se porte bien, finalement. Alors, est-ce qu'elle se porte bien? On écoute tout de suite, je te propose qu'on écoute tout de suite la réponse du vice-président de la Ligue calédonienne de boxe. La boxe en Nouvelle-Calédonie, ça représente, bon an, mal an, on va dire 5 à 6 clubs licenciés qui regroupent environ 150 licenciés sur le territoire. Pour le moment, la boxe est implantée sur Nouméa et le Grand Nouméa, mais on a espoir de le relancer à Marais déjà. Je pense que dès l'année prochaine, il va être relancé sur Marais et pourquoi pas également dans le Nord maintenant. Alors, prochaine échéance pour la sélection Cagou? Alors, c'est PNJ 2015, la prochaine échéance de nos Cagous. Donc, les résultats et les performances de nos boxeurs diront si la discipline a progressé ou pas. Et j'aimerais poursuivre avec cette belle citation de Charles Bao qui disait « La boxe est un art de vivre, tout donner, jamais recevoir ». T'as réussi à capter? Non, pas Quand je l'ai vraiment. rencontré dans la salle, pareil que toi, moi je pensais qu'il faisait allusion à l'humilité, tu vois. D'accord. Faire preuve d'humilité, de respect. En fait, quand il a commencé à sortir cette phrase-là, tout donner, jamais recevoir, il a commencé à sortir les gestes. Tout donner, jamais recevoir. Oui, donc tu t'es senti boxeur. Donc voilà, et puis il disait, à la boxe c'est ça, il faut donner des coups, mais il ne faut jamais recevoir. Celui qui reçoit, puis celui qui a un nez tordu comme ça, c'est un punching ball. Et la boxe, ce n'est pas des punching balls, nous on veut avoir des boxeurs. Donc du coup, voilà, je voulais terminer avec cette phrase parce que Charles Bao, même si on ne le voit plus sur les rings, même si on ne le voit plus durant les combats et les compétitions internationales, il est toujours présent dans les salles.
il vient toujours s'entraîner aux côtés de jeunes licenciés qui découvrent la discipline, qui ne sont pas encore dans les combats amateurs, mais qui pratiquent encore de la boxe, encore au niveau du toucher, comme on dit, tu vois. Donc ça reste encore très jeune. C'est pas ces jeunes-là. J'étais en train de discuter avec un jeune licencié du club de la Rivière-Salée. Il me disait que pour lui, c'est un plaisir pour lui à chaque fois de venir s'entraîner. Quand il rentre dans la salle et qu'il voit Charles Bao à côté qui fait les mêmes exercices que lui, ça ne peut que le motiver parce que voilà, tu t'entraînes avec un idole, un grand nom de la boxe calédonienne. Franchement, avec une personne comme ça à tes côtés qui s'entraîne, ça peut que donner que de la motivation. Et justement, en disant cette phrase, il a envie peut-être que la discipline se développe mieux et puis qu'elle soit pérenne. Donc du coup, comme il y a des jeunes, beaucoup de jeunes, donc on va dire que la discipline tente à... La discipline est en train de se rajeunir et puis elle mise un pari sur l'avenir. Et ça, c'est clair, c'est indéniable. Tu es obligé de faire rentrer. Si tu as des jeunes, tu es sûr que tu auras une relève qui est assurée. Et ce que j'ai remarqué lors des entraînements, aussi bien à Rivière-Salée que même avec le Mondor Boxing Club qui s'entraîne à la salle de Lansvata. L'an dernier, quand j'étais venu pour un tournage, il y avait des licenciés, mais ils ne dépassaient pas le nombre de 6 ou 7 boxeurs. D'accord. Là, tu reviens dans la salle et tu ne peux même pas passer avec ta caméra et ton pied pour tourner. Pourquoi? Parce que chaque punching ball, tu as un boxeur. Sur les 2 rings, tu as des combats qui sont organisés et puis autour, tu as des personnes, tu as des boxeurs qui s'entraînent pour dire que la salle, elle est pleine de licenciés. Et là, j'ai vu qu'il y avait une évolution dans ce domaine-là. Et quand on voit que la Nouvelle-Calédonie, en 2 ans, elle a pu organiser, recevoir 3 combats professionnels avec dernièrement le combat du Tahitien Temo contre le Samoan qui vit en Nouvelle-Zélande, Missipati. Il y a aussi eu le combat qui s'est déroulé au Mondor, qui normalement devait se dérouler à Marais durant la foire des îles. Mais pour des raisons il y avait quelques problèmes, il y avait des choses qui n'ont pas été faites en amont. Donc du coup, la boxe, le combat professionnel s'est déroulé au Mondor, mais il y a aussi eu le combat de Nicolas Dian l'année dernière sur Païta. 3 combats professionnels en l'espace de 2 ans, c'est beaucoup pour une discipline qui est en train de se relancer. Et vraiment, c'est bien pour la discipline parce que la Nouvelle-Calédonie, elle a toujours réussi à donner et puis à avoir des grands boxeurs comme les noms qu'on citait tout à l'heure. Donc on va dire que la discipline se porte bien. Voilà, elle se porte bien, tout simplement, comme tu dis, Élise. Merci quand même. Jimmy. Allez, on retrouve Mara pour notre rubrique La science et nous. Salut Mara. Bonjour Élise, bonjour à tous. Les bactéries, ce sont des êtres vivants minuscules qui ne sont composés que d'une unique cellule. Elles mesurent environ 1 micromètre, c'est-à-dire 1 millième de millimètre, et elles sont donc bien entendu invisibles à l'œil nu. Alors certaines d'entre elles sont pathogènes, mais beaucoup d'entre elles sont inoffensives, et il y en a même certaines qui nous sont utiles, Élise. Donc comme celle qu'il y a dans notre intestin, par exemple? Oui, alors il y a des millions de bactéries qui vivent à l'intérieur de notre corps, comme par exemple, comme tu dis, dans notre intestin. Dans ce cas-là, elles nous aident à digérer. Elles dégradent certaines molécules que nous ne sommes pas capables de dégrader et elles produisent en échange des molécules que nous absorbons. Et comme quoi, par exemple? Alors, par exemple, c'est le cas de la vitamine K. Elle est en partie fabriquée par des bactéries de notre tube digestif et elle joue un rôle important dans la coagulation du sang. Donc, sans ces bactéries, nous n'aurions pas de vitamine K et notre sang ne pourrait pas coaguler correctement. Donc, une partie des aliments que nous mangeons est utile en fait à ces bactéries et certaines molécules produites par ces bactéries nous sont utiles à nous. Donc c'est en fait une symbiose tout simplement entre nous les hommes et toutes ces bactéries qui vivent dans notre corps et sur notre corps. Il y a une symbiose. Ces bactéries, elles forment un groupe que l'on appelle la flore commensale. Donc la flore commensale nous permet de bien digérer, c'est ça? Oui, d'une part, mais elle a aussi d'autres rôles, comme par exemple l'amélioration du système immunitaire ou alors la protection de la peau. On a besoin de ces bactéries en fait pour vivre, donc la flore commensale est présente dès la naissance et elle reste là jusqu'à la fin de notre vie sans danger pour nous. Et à part celles qui sont dans notre corps, elles sont où les autres bactéries? Alors elles sont absolument partout sur notre planète, dans l'eau, sur les murs, sur la table là en ce moment même, sur nos aliments, sur le sol, dans le sol. Et d'ailleurs, ces bactéries qui sont présentes
dans le sol, ce sont des véritables usines et elles servent à dégrader en fait tout ce qui s'y trouve. Elles sont responsables de la biodégradation. Donc la dégradation des feuilles mortes, tout ça par exemple. Oui, par exemple, sans ces bactéries, en fait, tout ce qui s'accumule sur Terre depuis des millénaires, eh ben, ça serait toujours là, ça n'aurait pas disparu. Ça formerait certainement un tas de déchets tellement énorme qu'il pourrait atteindre la Lune, j'en sais rien. Et ce pouvoir en fait de super biodégradeur, hein, si je peux me permettre d'inventer des mots, il intéresse beaucoup les scientifiques. On sait qu'à cause de nous, les humains et de nos activités, eh bien, il y a régulièrement des composés toxiques, comme du pétrole par exemple, qui sont déversés dans la nature. Et certaines bactéries s'en nourrissent de ce pétrole et elles le transforment en composés qui sont moins nuisibles. Alors, seul problème, ce type de bactéries travaille lentement. On regarde comment les scientifiques s'en sortent avec ces bactéries. La saison touristique est en passe de débuter sur ces îles de la Méditerranée, mais un danger constant menace la beauté de leurs côtes, les accidents maritimes. Ils peuvent entraîner des marées noires très difficiles à nettoyer. Ici, c'est un cargo qui s'est échoué après avoir heurté des rochers. Une partie du carburant contenu dans ces réservoirs s'est déversée dans la mer. Le recours à des barrages flottants et à des navires spécialisés dans la récupération de nappes est une solution classique, mais perfectible. Cette technique a ses limites. Son principal inconvénient, c'est que le barrage flottant ne peut pas empêcher toutes les fuites. Autre aspect négatif, on ne peut pas récupérer une petite quantité de carburant avec ces méthodes mécaniques. Et donc il reste toujours une fine couche de pétrole à la surface de la mer. Un projet de recherche européen piloté depuis la Grèce a justement pour but de développer une méthode plus efficace qui s'appuie sur les propriétés auto-nettoyantes de la mer. Des micro-organismes ingèrent une partie des polluants qui s'y trouvent. Reste à accélérer ce processus pour l'utiliser en cas de marée noire. Le premier objectif de nos recherches, c'est de mettre au point de nouvelles technologies qui renforceraient la biodégradation naturelle effectuée par les microbes dans la mer. Pour y parvenir, on prend une série de mesures qui visent à fournir aux microbes tout ce dont ils ont besoin pour dévorer plus vite tout le pétrole. En quoi consiste exactement cette technique plus simple et plus respectueuse de l'environnement? Pour tester leur nouveau procédé, les chercheurs commencent par dissoudre le pétrole dans l'eau grâce à un spray biodégradable issu de la fermentation d'huile végétale. Quand on recouvre le pétrole avec l'agent de surface, ça ne le fait pas disparaître. Ça permet de le réduire en gouttelettes plus petites. Ces gouttelettes peuvent ensuite être attaquées par les micro-organismes présents dans l'environnement qui par la suite décomposeront complètement le pétrole. Ces bactéries dévoreuses de pétrole ne sont pas le fruit de manipulations génétiques. Elles apparaissent naturellement dans la mer en cas de déversement d'hydrocarbures. Les scientifiques veulent les aider à se développer plus rapidement. Voici en quoi consiste notre démarche. On prend un échantillon d'eau de mer polluée, on l'emmène en laboratoire et on met en culture les micro-organismes présents dans cet échantillon. Quand on a obtenu une importante quantité de bactéries, on les pulvérise sur la nappe d'hydrocarbures. Donc on accélère juste le processus naturel d'auto-nettoyage de la mer. Enfin, pour stimuler l'appétit des bactéries, l'équipe leur donne des nutriments en les acheminant grâce à des particules dites intelligentes qui les libèrent dans les zones polluées. Les bactéries, une fois qu'elles sont dans l'eau, elles ont des besoins nutritionnels. Par exemple, il manque du phosphore, de l'azote. On va délivrer en fait les nutriments directement au contact des bactéries. Donc les bactéries vont pouvoir dégrader le pétrole de façon beaucoup plus efficace. Après avoir dévoré le pétrole, les bactéries sont ingérées par le plancton qui, lui, est mangé par les poissons. Cette méthode de nettoyage des hydrocarbures qui intègre ainsi la chaîne alimentaire marine devrait être très prochainement disponible pour des applications concrètes.
Voilà, donc comme quoi les solutions à nos problèmes sont parfois déjà présentes dans la nature. Laissez faire la nature. Ouais, c'est même très souvent le cas, je dirais. En tout cas, l'étude des bactéries nous a permis à nous, les hommes, de beaucoup progresser au niveau de la biologie moléculaire et des biotechnologies. Aujourd'hui, la bactériologie, c'est une discipline qui est indispensable à la compréhension des processus écologiques et également du métabolisme humain. D'accord, donc pour avancer, faut compter avec les bactéries. Exactement. Alors qu'est-ce qu'elles font d'incroyable encore, ces bactéries? Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que ce sont des êtres vivants qui sont capables de vivre dans des conditions les plus extrêmes qui soient. On en retrouve partout, même là où on ne s'attend absolument pas à retrouver, où on ne s'attend absolument pas à ce que la vie puisse se développer. Donc là où il fait très froid, très chaud ou très noir, on peut quand même retrouver des bactéries. Donc ce sont des conquérantes, elles ont peur de rien. Elles ont peur de rien, elles ne connaissent pas ça, les bactéries, la peur. En fait, les bactéries, elles ont toujours fait leur travail sur Terre. D'ailleurs, ce sont les premiers êtres vivants à être apparus sur notre planète. Mais depuis quelques années, on essaye d'exploiter justement leur capacité pour pouvoir nous rendre service à nous, même si elles ont toujours fait leur travail tranquillement dans leur coin. Alors, il y a des choses qu'on a découvertes depuis longtemps, en particulier dans l'agroalimentaire. Sans bactéries, pas de fromage, pas de vin. Ah ben, ils auraient été très tristes, les Français sans bactéries. C'est clair, rien à manger pour les Français. Et parmi les super pouvoirs des bactéries, certains scientifiques cherchent à exploiter les capacités carbonatogènes, de certaines d'entre elles. Elles sont capables en fait de fabriquer du calcaire. Alors les chercheurs tentent de fabriquer, écoutez-moi bien, du mortier à base de ces bactéries. Allez, on regarde. Ce que vous voyez ici, ce sont des bactéries vivantes. Et croyez-le ou pas, elles pourraient bientôt devenir un matériau de construction. C'est l'objectif ambitieux que veulent atteindre ces scientifiques participant à un vaste projet de recherche européen. Première étape du processus qu'ils ont mis au point, revitaliser une bactérie du sol dans un mélange d'urée et de substances nutritives à une température constante d'environ 30 degrés Celsius. Une fois placées dans cette solution, les bactéries reprennent leur développement. En gros, elles se multiplient. Parce qu'il nous faut une certaine quantité de bactéries pour les utiliser dans la fabrication de ciment. Après environ 3 heures de fermentation, notre mélange est prêt à l'emploi. Phase suivante, les bactéries revitalisées sont incorporées à une combinaison de sable, de déchets de l'industrie du ciment et de cendres d'écorce de riz. Alors que la fabrication du ciment représente 5% des émissions mondiales de CO2, les chercheurs veulent prouver qu'il existe une alternative plus respectueuse de l'environnement. Nos matières premières sont essentiellement faites de déchets, donc on n'a pas de coûts supplémentaires. Par exemple, on n'a pas besoin d'extraire et de transporter le calcaire que l'on utilise habituellement pour produire du ciment. Et on économise aussi sur les frais d'énergie. Dans le cas du ciment ordinaire, les fabricants doivent recourir à de très hautes températures, pouvant atteindre 1400 à 1500 degrés Celsius pour transformer le calcaire en ciment. Ça fait partie du processus et ça nécessite énormément d'énergie. Nous, on a juste besoin de faire se multiplier les bactéries à 30 degrés Celsius. La différence est immense et on économise toute cette chaleur parce qu'on emploie un procédé biologique pour lier les particules entre elles. Et ce sont les bactéries qui servent de liant en produisant naturellement du carbonate de calcium. Les premiers essais s'avèrent concluants d'après les scientifiques, même s'ils reconnaissent qu'il leur faut encore travailler à rendre ces bactéries plus performantes. Il est important pour nous de déterminer la densité idéale de bactéries dans le mélange. On a fait des recherches à ce sujet. On sait par exemple qu'une plus forte densité n'améliorera pas forcément la résistance du produit. Au contraire, parfois, au bout d'un certain temps, une trop grande quantité de bactéries peut le fragiliser. On doit donc trouver le nombre idéal d'organismes pour produire du ciment. Les résultats préliminaires des essais sur la plasticité, l'élasticité et la résistance aux déformations laissent entrevoir de futures applications.
On pense que ce matériau est plus adapté pour être utilisé comme mortier que pour produire du béton. Sa solidité est moindre comparée au ciment traditionnel, mais à l'inverse, il peut facilement être transformé. C'est pour ça qu'on a décidé de l'utiliser comme mortier. Les chercheurs estiment que leur nouveau matériau se fera une place dans la construction d'ici 10 ans. Comme quoi, on peut vraiment tirer profit de tous ces petits microbes dans tout un tas de domaines différents. C'est vraiment extrêmement varié. Donc tout ce qui nous reste à faire, c'est d'apprendre à les diriger correctement. On ne peut pas leur parler. Il faut qu'on les manipule en fait, sans qu'elles s'en rendent compte. En tout cas, elles sont fortes, ces bactéries. Elles savent tout faire. C'est vraiment fascinant quand on s'intéresse à ce petit monde microscopique. C'est vraiment très très intéressant. À peine on pose un œil dessus qu'on ne peut plus s'arrêter. En fait, puis comme je vois que tu es fasciné par ce monde microscopique, un de ces quatre, si tu passes à Amsterdam, je te conseille d'aller visiter le musée Micropia, qui est entièrement consacré à tout ce monde invisible à l'œil nu, en fait. Bon, peut-être que j'irai, mais j'irai, je suis sûre que j'irai. Bon, écoute, en tout cas, je te propose un petit avant-goût, si ça te dit. Allons faire un tour à Amsterdam avec ce petit reportage. Pour voir des micro-organismes, on peut aussi aller visiter un musée qui leur est entièrement consacré. À Amsterdam, Micropia, c'est le nom du musée, permet de voir ce que l'œil nu ne voit pas. Et c'est peut-être mieux ainsi. Veut-on vraiment savoir ce qui se cache sur un simple téléphone portable? Les zones bleues révèlent la présence de bactéries. Et les vraiment très curieux vont pouvoir aller plus loin en entrant dans un scanner qui leur permettra de constater la présence de très nombreux hôtes jusque-là inconnus. Ils sauront ainsi précisément le volume et le type de micro-organismes qui envahissent un corps que l'on n'imaginait pas si peuplé. Sur ces images accélérées, on peut voir la moisissure pousser dans toutes les directions à la recherche du plus court chemin vers la nourriture. Ce musée scrute un monde invisible. Les 2/3 des êtres vivants sur cette planète sont invisibles. Si vous voulez rendre ce monde visible, vous devez comprendre qu'un être humain porte sur lui près de 2 kilos de micro-organismes et de bactéries. La moitié de l'oxygène que nous utilisons dans ce monde est fait de bactéries. Et quand nous savons que nous avons 10 fois plus de micro-organismes dans notre corps que de cellules humaines, alors nous comprenons que nous faisons partie de ce monde invisible. On peut aussi découvrir des êtres beaucoup plus imposants que des bactéries, à l'instar de fourmis que l'on peut voir évoluer. Et quant à voir l'action des micro-organismes, il suffisait d'oublier un kiwi, de le filmer et de passer tout cela en accéléré. En tout cas, ça a l'air très sympa. Franchement, ça donne envie d'y aller. Ça a l'air magnifique. Ouais, écoute, on ira aux prochaines vacances. Oui, on ira. Allez, on prend notre billet tout de suite. Merci, Mara. Merci à toi, Elise. Merci à tous. À très bientôt. Allez, on retrouve Chloé pour notre rubrique Demandez le programme. Salut Chloé. Salut Elise et salut à tous. Ça y est, il est là, on l'a attendu toute l'année. Après des mois de mystère bien gardés, le nouveau film de monsieur Christopher Nolan, Interstellar, sort enfin sur nos écrans. Donc après Gravity, on retourne justement à nouveau dans les étoiles. Et même au-delà. Alors ce projet de film qui était initialement développé par Steven Spielberg à partir de 2006 n'a pas pu être réalisé par celui-ci faute de temps. Et il a donc proposé ce projet à Christopher Nolan, qui a donc repris le projet en main, et avec l'aide de la collaboration de son frère Jonathan Nolan. Donc c'est Matthew McConaughey qui l'a choisi en tête d'affiche, car il voulait un monsieur ordinaire, et puis surtout qu'il avait, voilà, il est très ordinaire, et qui surtout il avait été très impressionné par sa prestation dans le film Mud. Alors de quoi ça parle ce film duquel on faisait justement tant de mystères? Alors en fait, l'humanité court à sa perte sur la planète Terre, et le film raconte les aventures d'un groupe d'explorateurs qui va bientôt devoir voyager vers d'autres galaxies pour pouvoir en fait trouver un autre endroit habitable par les humains. Donc grâce à une faille récemment découverte dans l'espace-temps que l'on appelle en physique un trou de verre, ils vont pouvoir repousser les limites humaines et partir donc à la conquête de distances astronomiques dans un voyage interstellaire. Alors pourquoi on a fait tant de mystères sur ce film? Eh bien c'est comme ça en fait, Christopher Nolan il travaille toujours dans le plus grand secret en dévoilant vraiment au compte-gouttes la
la moindre information sur son tournage. Donc pour te dire, hein, même Hans Zimmer, qui est le compositeur musical du film, qui a pourtant déjà travaillé avec lui sur plusieurs films, hein, comme les Batman, Dark Knight, puis Inception, même ce compositeur, il n'a pas été autorisé à avoir accès au scénario d'Interstellar. Et il a donc dû composer sa musique à l'aveugle, sans savoir de quoi parle le film. Voilà. Un autre exemple, l'actrice Jessica Chastain qui joue dans Interstellar, elle n'a pas eu à se déplacer pour tenir le scénario entre ses mains, puisque elle se trouvait à ce moment-là en Irlande, et c'est donc une assistante qui s'est rendue en Irlande pour lui remettre le scénario en main propre, mais par contre elle n'a pas été autorisée à le conserver, donc elle a lu le scénario et ensuite elle a dû le rendre. C'est vraiment, on va dire, top secret défense, c'est pire que la CIA. Hein. C'est le réalisateur de Star Wars, hein, justement celle qui devrait prendre de la graine, vu que le nombre de fuites sur Internet, il y a des tas, justement. Et cette histoire de faille, justement, spatio-temporelle, ça sort d'où? C'est vrai? C'est faux? Intox, info? Non, non, c'est vrai. Alors en fait, Nolan a vraiment voulu que ce film soit le plus réaliste possible. Hein. Donc en effet, le scénario d'Interstellar s'inspire majoritairement des travaux de Kip Thorne. Alors Kip Thorne, c'est un éminent physicien, théoricien américain, qui est donc réputé pour ses contributions pour dans le domaine de la gravitation, de la physique et de l'astrophysique. Et donc ce chercheur a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe chargée de concevoir les effets spéciaux. Et donc il a envoyé des pages et des pages d'équations très complexes concernant donc, les trous noirs aux animateurs, qui les ont ensuite intégrés donc, à leur logiciel de création. Et après des heures de calcul, les ordinateurs ont délivré leur simulation. Et là, le résultat a sidéré ce chercheur. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Alors jusqu'à présent, Kip Thorne n'avait qu'une vision purement théorique de la formation d'un trou noir dans l'espace, et jamais personne n'en avait conçu une représentation réaliste. Donc au final, ils ne ressemblent pas à des trous noirs, les trous noirs, mais ça ressemble plutôt à ça. Voilà, donc en fait, en naissant, le trou noir dégage une énergie telle qu'elle déforme l'espace qui l'entoure. Et donc la gravité attire les gaz proches et ceux qui se mettent à tournoyer. Elle attire les gaz et donc les gaz se mettent à tournoyer. Et donc ils deviennent de plus en plus chauds à force de tourner. Donc c'est en fait un immense disque lumineux qui ressemble un peu aux anneaux de Saturne, qui va naître autour du trou noir et qui va l'encercler. Voilà, donc la gravité finit au final par tordre ce disque de gaz brillant, qui va alors prendre la forme de deux arches, comme on l'a vu sur la photo. Donc Kip Thorne s'est vite rendu compte donc, que la modélisation correspondait parfaitement, elle était au niveau scientifique, elle était exacte, et donc il a décidé ensuite d'en tirer deux articles qui va pouvoir donc communiquer, un pour la communauté scientifique et l'autre pour les graphistes du coup. Voilà, comme quoi le cinéma plus visuel et de plus en plus technique peut parfois faire progresser la science, qui est très souvent basée uniquement sur la théorie. Voilà, donc c'est effectivement une belle collaboration qui a été bénéfique des deux côtés, aussi bien pour Nolan dans un souci de réalisme pour son film, et puis à la fois pour la communauté scientifique qui a réussi à avancer un petit peu et à pouvoir visualiser cette idée de trou noir qui était plus théorique que pratique. Voilà, donc je vous propose de voir le résultat en images, en route pour les étoiles. Qu'est-ce que tu vas faire de lui? Je vais lui donner un usage socialement responsable. On pourrait le relâcher, non? Il doit s'adapter lui aussi, Murphy. Escadron, opération masque. Comme nous tous. Ce monde est un trésor. Mais ça fait quelque temps qu'il nous pousse vers la sortie. La génération de votre fille sera la dernière à survivre sur Terre. Vous êtes le meilleur pilote qu'on ait jamais eu. Allez là-haut, sauvez le monde. Tous prêts à dire au revoir à notre système solaire? À notre galaxie. C'est parti. On y est. On va descendre en vitesse, non? On veut surtout arriver en un morceau. Attention. On a une mission. Notre mission est sans objet si les habitants de la Terre meurent avant qu'on la mène à bien. On
On a fait tout ce chemin, on est allé plus loin que tout autre être humain dans l'histoire. Eh bien, c'est pas assez loin. Chaque minute compte. Vers les montagnes! Ça, des montagnes. Ce sont des vagues. Je vais pas m'en sortir! Mais si, vous verrez. Allez, courage! Vous aurez peut-être à choisir entre revoir vos enfants et assurer l'avenir de l'humanité. On trouvera un moyen. On a toujours trouvé. Voilà, donc en tout cas, c'est un long voyage spatial qui s'annonce. Oui, alors une odyssée même qui dure le temps du film, c'est-à-dire à peu près 3 heures. Voilà, donc il est perçu, ce film est perçu comme le long métrage le plus audacieux de Nolan. Certains de ses collègues réalisateurs le qualifient même d'incroyable. Et alors les premières critiques ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Même si certains avis sont quand même mitigés, à vous d'en juger, le film sort aujourd'hui dans nos salles. Et on passe justement à la deuxième sortie, Ciné Chloé. Et oui, on reste dans la science-fiction avec The Giver, qui est donc Le Passeur en français, un drame fantastique réalisé par Philip Noyce. Donc ce film est adapté d'une tétralogie littéraire, ça veut dire en 4 volets, écrit par Lois Lowry, qui est une écrivaine américaine de livres pour jeunes publics en fait. Donc ce film est donc adapté du premier volet, du même titre, qui a été publié en 1993 et qui ensuite a été suivi de 3 autres tomes, L'élu en 2000, Le Messager en 2004 et puis Le Fils en 2012. Et je pense que le premier volet a été publié en 1993, je crois. Oui. Cet ouvrage est donc paru bien avant la mode des romans pour jeunes adultes, comme Twilight, d'ailleurs qu'on adore en film, Hunger Games et Divergente, exactement. Au cinéma. Et effectivement, donc The Giver a été donc la première fiction fondée sur une dystopie à se présenter comme officiellement destinée à un public adolescent. D'accord. Alors, c'est quoi une dystopie? Alors, une dystopie, c'est une forme de fiction, en fait, qui se déroule donc dans une société imaginaire, qui est organisée de telle façon que ses membres sont privés, en fait, de bonheur. Ils ne peuvent pas atteindre le bonheur. Donc, c'est une manière aussi pour l'auteur de mettre en garde le lecteur sur les conséquences néfastes en dénonçant les défauts de la société, qui existent également dans notre société actuelle. C'est ce qu'on appelle aussi une contre-utopie. Et donc, depuis sa sortie en 1993, le roman s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires et a même été intégré au programme des collèges et des lycées anglophones. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, comme dans l'œuvre originale, l'histoire du film se déroule donc dans un futur lointain. Donc, les émotions ont été éradiquée en supprimant toute trace d'histoire. Donc seul le passeur a la lourde tâche de se souvenir du passé en cas de nécessité. Et donc on suit le destin du jeune Jonas qui a été choisi pour devenir le prochain passeur. Tiens, la mémoire, donc un thème assez récurrent, donc on dirait. Alors de quoi s'est-elle inspirée? Donc Lois Lowry s'est inspirée de l'histoire de son père qui a eu en fait une carrière militaire. Il était dentiste pour l'armée américaine. Et donc elle se souvient qu'en vieillissant, son père commençait peu à peu à perdre la mémoire, à oublier des souvenirs plus ou moins lointains. Il n'avait pas Alzheimer, mais bon, c'est la vieillesse qui faisait qu'il oubliait quelques éléments de son passé, ce qui en fait a été assez traumatisant pour elle, mais elle pouvait pas en fait s'empêcher de se rendre compte qu'au final, il était beaucoup plus heureux puisqu'il oubliait aussi les tragédies qu'il avait vécues dans sa vie, comme la guerre ou comme la mort de son premier enfant. Et donc c'est comme ça c'est ça qui l'a fait réfléchir à l'importance de la mémoire et surtout à comment on peut la manipuler. Donc c'est à partir de là que lui est venue l'idée d'écrire The Giver. Tout à fait, voilà, c'est pour ce qui est en fait de l'environnement aseptisé où évolue Jonas dans le film, dans le livre du coup. Elle s'est directement inspirée donc des bases militaires dans lesquelles elle a grandi. Et elle dit d'ailleurs à ce sujet, c'est vrai que vivre au sein d'une société où tout est réglementé a des avantages, mais la réalité, c'est aussi que plus vous tentez d'exister en tant qu'individu, et plus c'est difficile. Et d'ailleurs, cet environnement plutôt aseptisé, dont elle parle, est caractérisé dans le film par une absence de couleur. Et c'est bien ça. Alors, dans le roman original, les émotions ne sont pas le seul élément à avoir été supprimé de l'humanité. Les couleurs sont elles-mêmes éradiquées de la vision humaine. Au début, les producteurs ils craignaient un petit peu de rebuter une partie du public adolescent en faisant un film
en faisant un film entièrement en noir et blanc. Et donc ils ont d'abord sorti une première bande-annonce en couleur et qui, contrairement à ce qui était prévu, a beaucoup déplu aux fans du livre, à la communauté des fans du livre. Et donc un internaute est d'ailleurs allé jusqu'à corriger entre guillemets le trailer en le repostant sur YouTube avec le sous-titre voilà, je vous l'ai réparé. Donc il l'a remis en noir et blanc. Et donc au final, le film a été réalisé selon les séquences parfois en couleur, parfois en noir et blanc. Et donc on le voit très bien dans la bande-annonce du film que je vous propose de découvrir tout de suite. Il y eut le temps de la souffrance et puis vint le temps des communautés. Des lieux de pureté où le chaos est devenu harmonie. Tu sais piloter ces engins? Bien sûr. Ça t'arrive d'aller jusqu'à la frontière? Oh ouais. Et après, y a quoi? J'en sais rien. On n'a pas le droit d'aller au-delà. Si on allait voir. La loi l'interdit. Bonjour, je m'appelle... Je sais qui tu es. Qui êtes-vous? Le passeur. Quand le conseil a besoin d'être guidé, je lui procure de la sagesse en puisant dans le passé. Du temps où il y avait bien plus. Bien plus qu'aujourd'hui. Rouge, tu finiras par tout voir. Toutes les couleurs, toutes les différences. Ce sont les injections quotidiennes qui les font disparaître. Quand les gens ont la possibilité de choisir, ils font le mauvais choix. Entre les apparences et la réalité, il y a un monde. Regarde. C'est mon père? Il l'a tué? Les jeunes comme les anciens sont tués. Pour le bien-être commun. Il y a des choses que tu ne sais pas. Tu me fais peur. Ça fait des mois que j'ai arrêté. Qu'est-ce que tu ressens? Jonas est devenu une menace. Il faudrait leur ouvrir les yeux. Tu peux agir. Tu peux changer le cours des choses. Tu vas l'affronter. Et nous en débarrasser. Voilà donc le passeur sorti prévu aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il y a, Chloé, dans les cinémas de La Foi et de Bourail? Alors cette semaine, à la fois, c'est la comédie culinaire Les Recettes du Bonheur qui est projetée. Donc une séance aujourd'hui et une séance demain à 17h30. Et puis comme d'habitude, 2 séances le samedi. Donc samedi à 17h et à 19h30. Et puis dans le cadre du Festival du film européen, une séance gratuite est proposée donc ce vendredi à 17h30. Celle du film Little Bird, qui est en fait l'histoire de Jojo, qui a 10 ans, qui est souvent livré à lui-même et qui se retrouve avec une mère absente, un père qui perd un peu pied, et il trouve secrètement un oiseau qui est tombé de son nid, et donc c'est ce petit oiseau qui va lui redonner confiance, qui va lui donner la force en fait pour affronter la réalité. Voilà, donc ça se passe, comme je le disais, vendredi à 17h30, une séance gratuite. Et puis au cinéma de Bourail, aujourd'hui et samedi, ce sont les Tortues Ninja qui débarquent sur vos écrans, donc un film de Jonathan Liebesman. Et puis demain et vendredi 7, retrouvez Get On Up, réalisé par Tate Taylor, qui est un biopic qui retrace en fait la légende de la soul. Je veux parler de James Brown. Voilà, rendez-vous dans les salles de cinéma de La Foi et de Bourail. Merci Chloé. Avec plaisir, merci à tous. Allez, on retrouve Camille pour notre rubrique Grandeur Nature. Bonjour Camille, nous allons découvrir avec toi la création du sentier botanique. Alors, ça se passe à la mine de Tiwagi. Alors, parle-nous un peu de cette mine. Elle existe depuis quand? Bonjour Elise, bonjour à tous. Je vois que tu es très en forme aujourd'hui. Tu as plein de questions pour moi. Alors pour répondre, la mine Tiwagi, déjà ça se trouve dans le nord, à Koumak. Pour la partie historique, la mine Tiwagi, on la connaît d'abord pour son exploitation de chrome jusqu'en 1990. Et ensuite, c'est la SLN qui va construire une usine de traitement de nickel et un convoyeur d'1,5 km. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la botanique. Figure-toi que les exploitants de la mine ont isolé 3 zones, 3 conservatoires naturels de la biodiversité. Ça se trouve sur les versants et au pied du massif. Alors à quoi ça sert? Ça sert à protéger des espèces endémiques, parce que sur le maquis minier, c'est très
très riche en faune et en flore. D'accord, et on va s'intéresser à la flore. Donc aujourd'hui, parle-nous du sentier botanique qui se trouve, je le précise, pas sur la mine de Thiébagui actuelle, mais bien sur l'ancienne exploitation. Hein, c'est ça, alors Exactement. il existe depuis quand? Et alors le sentier a été inauguré plus précisément le 28 octobre 2012. Et de qui vient justement l'idée d'un tel projet? Eh bien l'idée vient d'un homme passionné de plantes, d'arbres. Il s'appelle Christian Papineau, il vit à Koumak et en accord avec l'association pour la sauvegarde du patrimoine minier et historique du Nord calédonien, il a créé ce sentier de 1,2 km. D'accord, alors Camille, explique-nous pourquoi créer un tel sentier sur un massif minier? C'est vrai que tu nous avais dit que le maquis minier est riche, mais justement tu vas nous en dire plus aujourd'hui. Exactement. Alors pourquoi? Eh bien parce que le massif ultra basique, donc le maquis minier, est riche en biodiversité végétale. Sur le sentier, il y a 70 espèces différentes qui ont été recensées, 77 espèces différentes qui appartiennent à 70 genres différents et à 45 familles botaniques différentes. Donc toutes ces plantes ont été recensées sur le sentier. Et c'est pas tout, il faut savoir que ce massif-là, comme le massif de Poum, est situé au plus au nord de la Nouvelle-Calédonie et que depuis 20 ans, eh bien, l'association pour la sauvegarde du patrimoine minier et historique du Nord calédonien eh bien, gère près de 95 hectares de ce massif. Donc, eh bien, le sentier botanique a vu le jour, cet unique sentier botanique en milieu minier et en hauteur, je précise, ce n'est pas le seul sentier botanique du Caillou. Mais celui-là, eh bien, il a bien pour objectif de faire découvrir un site humain avec l'ancienne exploitation de chrome et bien sûr de faire prendre conscience aux gens de la richesse eh bien, du maquis minier qui est aussi très fragile. Alors pourquoi il est fragile? Eh bien, il est fragile parce que ces terrains, donc les terrains ultra basiques, couvrent un tiers quasiment de la Grande Terre et ils accueillent près de 2100 espèces différentes, dont 3% sont endémiques à la Nouvelle-Calédonie. Mais voilà, ils sont très fragiles parce que très sensibles eh bien, aux cyclones, aux glissements de terrain. Donc très fragile à l'érosion naturelle, mais aussi due à la pression humaine parce que voilà, exploitation minière, mais il y a aussi les routes et aussi énormément les incendies. Je comprends bien, d'accord. Je comprends le danger maintenant. Voilà, donc figure-toi qu'à Thiébagui, en plus, il y a 3 espèces qui sont micro-endémiques de la zone. D'accord, et j'imagine qu'elles sont présentes sur le sentier. Alors raconte-nous, il y a eu des travaux de fait, des plantes arrachées? Eh bien, pas beaucoup de plantes arrachées, ça s'est vraiment limité à la construction du sentier, ce qui s'est fait sur 1 mètre de large. Il y a eu en revanche des travaux de fait, c'est plus pour d'abord le recensement de toutes les espèces, de 132 espèces natives de la zone, pas sur le sentier, on a dit 77 sur le sentier. Donc déjà répertorier ces espèces-là et puis construire 76 marches. Je fais aussi dans la précision aujourd'hui pour faciliter l'accès au sentier. Donc voilà, je vous propose tout de suite de découvrir en images bien comment ça s'est fait. Regardez. Donc le sentier botanique commence ici même et donc il parcourt cette petite vallée avec une forêt valicole. Il longe la zone dégradée, qu'on appelle en malgache un lavac, passe sur la grande crête et redescend vers l'ancien village. Donc voilà, je me trouve à l'entrée du sentier botanique qui se compose de 2 formations végétales. Et voici la première, c'est une petite forêt qui fait 7 ou 8 mètres de haut. Et on a voulu faire un sentier assez étroit pour limiter la pénétration et les dégâts sur la végétation, ce qui fait que pour entretenir ce passage, eh bien, on y va doucement, prudemment, on évite de martyriser la végétation, donc on n'utilise pas le sabre, et quand on a besoin de couper quelques branches ou branchettes, eh bien, on utilise plutôt un sécateur.
Donc sur ce sentier botanique, nous avons repéré avec l'aide de botanistes 77 espèces végétales. Celle-ci, elle est courante en maquis minier, c'est un Stiphelia, mais sa particularité, c'est son développement foliaire. Ici, on a la chance d'avoir sur un seul individu les 3 stades. Le bourgeon foliaire qui se développe vraiment en aspect de fuseau, très pointu. Ensuite, le stade suivant, les feuilles gagnent en largeur, en épaisseur et commencent à s'écarter. Donc là, on arrive au stade pratiquement final. Les feuilles s'écartent, les jeunes feuilles s'écartent et un peu plus tard, elles deviendront comme ceci. Donc cette espèce est un Schefflera. Il a été donc repéré par GPS aussi et sur le terrain par un petit ruban jaune. C'est pour signaler et souligner la particularité d'une espèce. Et donc régulièrement, on viendra observer pour voir s'il continue à se développer. Lorsqu'il y a un ruban bleu, c'est que dans quelques jours sera posée à son pied une pancarte botanique qui explique qu'est-ce que c'est que cette espèce. Donc il y aura comme ça 77 pancartes botaniques indiquant la caractéristique de l'espèce aux visiteurs. Et avec chaque individu à son étiquette un code, numéro 70, c'est le Schefflera Polydactylis. Sur les 1500 mètres du tracé de ce sentier botanique, pour éviter que les gens ne s'égarent ou ne piétinent sans le savoir certaines végétations, on va donc installer là où il y a ces rubans verts des pancartes indicatrices pour suivre le sentier et le mener jusqu'au bout. Donc une cinquantaine de ces signes seront installés. La lettre G, c'est pour évidemment indiquer que le panneau qu'il faut ici, c'est tourné à gauche. En venant sur ce sentier botanique à plusieurs époques de l'année, je peux éventuellement repérer soit une floraison particulière, soit une fructification, noter son stade, mûr, pas mûr, des fruits tombés à terre, je peux également les relever. Et puis bien sûr, si je trouve des graines, les ramasser et les donner à un pépiniériste qui ensuite en fera des petits plants. Malheureusement, la grande majorité des plantes, pas simplement du maquis minier, mais en tout cas ici, n'a pas de nom vernaculaire, comme on dit, c'est-à-dire de nom commun. Donc les gens devront se contenter de noms latins, c'est tout ce qu'on peut leur proposer, pour l'instant en tout cas, jusqu'à ce qu'un jour ces espèces-là soient baptisées. Pour la région de Thiébagui, je n'ai pas les noms kanaks de ces plantes-là. Il y aurait certainement un travail intéressant à faire avec des botanistes et des gens kanaks qui connaissent les espèces qui poussent ici sur les maquis miniers. Alors, on en parle un peu dans le reportage. Est-ce qu'il y a eu alors des travaux réalisés par des pépiniéristes? Alors, pas sur le sentier précisément, mais plus à côté, sur un flanc de montagne qui longe le sentier. Il y a eu 300 plants de 15 espèces différentes qui ont été mis en terre et donc des travaux réalisés essentiellement pour reconstruire un couvert protecteur, un couvert végétal. Et pour la petite histoire, il y a 3 pépinières qui ont travaillé et aussi 2 filières du GSMA de Koumak, la filière pépinière reboisement et la filière aménagement paysager. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe là-haut? Eh bien là-haut, Christian Papineau, qui a été notre guide pour ce reportage, effectue régulièrement des balades de surveillance et bien sûr note le bon vivant, si les plantes sont en bonne santé, voilà. Et puis aussi, il entretient tous les jours le sentier pour que ce soit praticable. Alors, quels sont les projets qui doivent voir le jour liés au sentier? Eh bien, en 2015, 100
plants vont être encore mis en terre, qui vont rejoindre les 300 déjà plantés sur le flanc de la montagne qui longe le sentier. Et bientôt, il va y avoir l'inauguration d'une salle nature. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? On va trouver beaucoup de panneaux explicatifs sur les geckos. On va aussi trouver sur les papillons, sur les plantes. Voilà un petit peu. Et puis, il y aura aussi des jeux pour les enfants. Donc, quelque chose de très ludique. Bonne nouvelle. Et on fait comment pour justement y aller si on est intéressé? Alors, pour y aller, c'est sur rendez-vous parce qu'il faut emprunter la route de la SLN, mais c'est gratuit et on peut y aller en libre accès quand même. Si vous voulez quand même un guide, il faudra contacter Elsa qui travaille pour l'association pour la sauvegarde du patrimoine minier et historique du Nord calédonien. Et donc, pour avoir un guide ou pour avoir un rendez-vous, c'est au même numéro, c'est au 45 92 36. Voilà, eh bien, on ira peut-être faire un tour. En tout cas, je le rappelle, un sentier botanique, ça sert à sensibiliser donc, à l'environnement et à donner l'accès à des zones remarquables de la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, il y en a plein ici en Nouvelle-Calédonie, comme la chaîne centrale, la mangrove, la forêt sèche ou comme ici, donc en maquis minier. Ça permet de découvrir les 2000 espèces du caillou, seul ou accompagné. Merci donc Camille pour cette visite en reportage, avec un reportage. Pardon. Merci Elise, à bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour une prochaine quotidienne. Tata à tous.